essentiel. La pandémie nous a empêchés de pouvoir profiter d'être tous ensemble. Et aujourd'hui, on recommence avec grand plaisir, avec cet événement si important qui nous concerne toutes et tous, surtout aujourd'hui. On est en plein canicule à Paris, on vit les effets des changements climatiques et on voit vraiment les besoins de la transition énergétique. Aujourd'hui, c'est le troisième cycle, le troisième panel de notre cycle de conférences, la transition énergétique au regard du droit international. Nous sommes convoqués ici afin de voir tous les contentieux, tant internationaux que nationaux, à propos de la transition énergétique, les changements climatiques et bien évidemment les droits humains. Et cette conférence, on s'est déroulée d'abord au panneau international, et puis après finalisé dans des contentieux nationaux. Nous avons le plaisir donc de commencer d'abord par l'installation programmée qui sera présentée par Manuel Bosquet, qui est le président de l'Association de juristes franco-colombiens, et Diana Bernal, la présidente de l'Académie colombienne du droit international. Merci à toutes et à tous. Bonjour. La caméra, elle va prendre, une fois que tu parleras, elle va te suivre. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à Bogota. Avant de prononcer quelques mots de bienvenue, je dois à tous ceux qui nous écoutent à Bogota un tout petit mot d'explication. Vous remarquerez que nous sommes tous vêtus de blanc comme si nous étions à Carthagène des Indes. Alors, ce n'est pas du tout une plaisanterie que nous avons voulu faire, c'est qu'aujourd'hui à Paris, il fait une chaleur épouvantable, on est à presque 40 degrés et par conséquent, on s'est tous autorisés à laisser tomber la chaqueta et la corbata. Au-delà de cet aspect anecdotique, comme l'a dit Daniela, c'est très important de se retrouver. Je tiens à remercier ici à Paris notre hôte qui est l'association Eurojuris France et qui nous accueille dans ses locaux. Et je voudrais aussi me féliciter du partenariat avec l'association colombienne de droit international. On a déjà travaillé ensemble, on le refait pour cet événement. C'est un vrai plaisir. Je salue Diana Bernal très amicalement et tous les amis de l'association Acoldi. Je salue aussi l'université Externado de Bogota qui nous reçoit à Bogota pour ce séminaire qui est en effet le dernier d'une série qui avait été commencée en pleine pandémie et nous avons des intervenants qui seront sans doute, vous savez, je crois qu'il y a exactement 2 jours, pas très loin d'ici, au Palais de justice de Paris, au tribunal de Paris, a commencé le procès de l'affaire Casino. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a prévu d'en parler ou peut-être à Bogota. Le procès Casino, c'est le procès que font des associations de protection de l'environnement brésiliennes et colombiennes à la société Casino en France pour manque de discernement dans l'importation de viande bovine en provenance de la forêt d'élevage qui ont été pris sur la forêt amazonienne. Et ça voilà, je ne sais pas si ça sera dans le débat aujourd'hui, mais en tout cas, ça fait partie des éléments qui susciteront l'attention des uns et des autres. Je n'en dis pas plus, je vous laisse travailler et je vous remercie tous très très chaleureusement. Merci Bogota, buenos días y podemos empezar. J'aimerais appeler, s'il vous plaît, c'est Diana Bernal, qui est la présidente de l'Académie colombiana de Derecho Internacional. Merci d'être ici, le panel c'est à vous. Daniela, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los asistentes acá en Bogotá. Es un placer también volvernos a ver personalmente después de la pandemia y a nuestros colegas, por decirlo de alguna manera, en París. Un saludo muy especial. Nos sentimos muy honrados de que puedan tener un espacio con nosotros.
Agradecemos mucho también la participación y entendemos claramente que están pasando por un fenómeno de calor. Acá en Bogotá tampoco nos pusimos de acuerdo y creo que todos nos vinimos casi de gris, sin habernos puesto de acuerdo. Dicho esto, quiero decir que el foro que nos acoge en esta mañana sobre la transición energética, para nosotros, vale la redundancia, como latinoamericanos, es muy importante tener la experiencia del tema a nivel internacional y sobre todo de la Academia Franca. ¿Por qué? Porque los estándares de manejo del tema ambiental siempre han surgido de Europa. Nosotros naturalmente somos un país y unos estados que geográficamente tenemos una diversidad ecológica mucho mayor que lo que lo tiene Europa, y en ese orden de ideas pues nosotros de cierta manera podemos diversificar más el tema de la transición energética. Dicho esto, desde nuestro punto de vista de la academia en Colombia vemos cómo la transición energética, normalmente el derecho lo que hace es que regula los comportamientos de las personas, los modela para que actúen de cierta forma y si no impone unas sanciones. Pero la transición energética lo que nos ha hecho es que nos ha hecho que el clima nos modele a nosotros, que la situación, que el ambiente haga que los países, los estados empiecen a tomar medidas de acuerdo a la situación del momento. Y por eso muchos estados, por ejemplo España y Alemania, de manera juiciosa, me llama la atención que han tomado medidas y aún así han tenido sanciones económicas en temas de tribunales de arbitraje de inversión, que es un tema que vamos a tocar acá. Y esto es para decir que es un tema que definitivamente la transición energética se desarrolla y se regula con el paso de los días. Ahora con el tema de Ucrania hemos visto cómo el tema, por ejemplo, que hoy Rusia ha dicho que no va a dar más suministro a París de gas, entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué va a pasar? Y Alemania también ya lo había pensado. Es un tema que yo agradezco mucho a la Asociación Franco-Colombiana que nos haya puesto a nosotros como academia a nivel de derecho internacional a pensar qué podemos hacer, porque sí me parece que es importante sacar documentos, no dejar de simplemente pasar el tema y pensar que es algo que otro lo va a regular por nosotros, o que simplemente vamos a esperar a ver si el clima cambia, si las circunstancias cambian, si un gobernante viene y lo hace, sino que me parece muy importante que empecemos por el espacio académico para proponer soluciones y para poner alertas. Entonces, dicho esto, agradezco mucho al doctor Bosque por tomarse el tiempo, por tomar el espacio y hacer una asociación con nosotros para hacerlo. También a la Universidad Externado agradecemos muchísimo. La Academia Colombiana de Derecho Internacional pues abre sus puertas también para la Universidad Externado, para la Asociación Colombo-Francesa, para todo lo que estén llamados a invitarnos a hacer sobre el tema de la regulación energética, lo agradecemos. También tenemos que decir que hay personas que están conectadas por el Facebook Live y por Zoom, que nos están siguiendo y que, por ejemplo, en una universidad del Chocó nos está siguiendo. Esta mañana llamó a pedir en ti. Entonces, invitamos mucho también a los estudiantes que se sigan conectando y que con las preguntas que tengan a bien, la moderadora les va a comunicar. Muchísimas gracias a los panelistas también. Muchas gracias, Diana. Maintenant, on continue avec l'introduction qui est à la charge de Mélissa Ordonez, qui tient fortement à ce sujet. Elle est la présidente de la Commission du commerce international de l'Association de juristes étudiants et elle est conseillère à Roland Lorenz. Donc, Mélissa, je t'invite à faire ta présentation. Merci beaucoup, Daniela. C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, tant avec Bogota qu'avec Paris, et de pouvoir prendre part à cet événement. Je suis franco-colombienne et donc je m'identifie pleinement avec ce type d'initiative organisée par l'Académie colombienne de droit international et l'Association des juristes franco-colombiens, dont le but est justement de promouvoir les liens entre la France et la Colombie. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet passionnant, la transition énergétique. Alors, nous avons déjà eu d'autres conférences sur le sujet,
cette conférence, c'est la conférence finale et nous allons parler des contentieux qui peuvent découler de la transition énergétique. Et de ce que je vois dans ma pratique, c'est que c'est vraiment un sujet qui intéresse de plus en plus les clients, les investisseurs, parce que la transition va forcément entraîner de grandes transformations. Et qui dit grande transformation dit aussi des litiges potentiels. Alors on se pose la question, quel genre de litiges vont survenir? Quel est le forum le plus apte à accueillir ce type de litige? C'est d'ailleurs cela déjà fait quelques années que nous voyons en France un grand mouvement d'essor des contentieux climatiques. Il y a effectivement il y a eu des actions devant le juge administratif contre l'État. Mais aussi, on voit que de plus en plus, ces entreprises sont assignées devant le juge judiciaire pour des dommages environnementaux susceptibles d'avoir été engendrés par leurs activités à l'étranger. Et nous avons bien évidemment aussi un angle arbitrage international. On voit de plus en plus de litiges qui soulèvent des questions environnementales qui sont portés devant les tribunaux arbitraux, tant les arbitrages commerciaux, mais aussi les arbitrages d'investissement. Et donc, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir un panel d'intervenants exceptionnels qui pourront nous donner leur perspective sur ce sujet. Et je laisse maintenant la parole à Daniela pour qu'elle présente les intervenants et les sujets à traiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, comme tu l'avais dit, nous sommes heureux de pouvoir avoir un panel exceptionnel aujourd'hui. Nous commençons par M. Jean-Christophe Ondet. Nous vous remercions de votre présence, qui nous fait grand plaisir. Jean-Christophe Onlet est associé fondateur de Onlet Legal Arbitration. Au cours des 20 dernières années, il a agi autant que conseiller témoin, expert et arbitre dans de nombreux arbitrages impliquant des sociétés multinationales, des particuliers et des États, et des entités étatiques, dans des arbitrages commerciaux d'investissement sous différentes législations. Il est donc, bien évidemment, avec toute l'expérience pour pouvoir nous parler aujourd'hui à propos de l'arbitrage d'investissement dans les différents liés à la transition énergétique. Les panels est à vous et Mission Onlet. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette manifestation, l'Association des juristes franco-colombiens et l'Académie colombienne de droit international, et en particulier Mélissa Ordonez, pour leur invitation. Alors, la rencontre entre les questions qui sont liées à la transition énergétique et l'arbitrage d'investissement est certainement l'un des sujets les plus pertinents dans les années à venir pour l'arbitrage. Et il est d'autant plus pertinent, on le sait, que plus le temps passe, on le voit encore aujourd'hui, à Paris en tout cas, plus l'urgence augmente pour les États de prendre diverses mesures qui visent à décarboner leurs économies. Et décarboner l'économie signifiera probablement pour les États mettre fin à de très nombreux projets d'extraction d'énergie fossile, qu'il s'agisse de pétrole, de gaz ou de charbon, par exemple. Et d'y mettre fin rapidement, parce que les scientifiques nous expliquent que plus le temps passe et plus personne ne conteste véritablement que les décisions qui sont prises aujourd'hui du fait de l'inertie climatique n'auront d'effet que dans 30 ou 40 ans, ou plus tôt. Donc, je vais traiter 4 séries de points. D'abord, en dire un petit peu plus, partir des faits, parce que avant de faire du droit, la question est une question de fait, et dire quelques mots de cette question de fait. Ensuite, je dirai quelques mots de quelques affaires récentes, dont certaines sont en cours. Ensuite, je verrai comment ces affaires existantes et affaires à venir s'insèrent dans le droit existant et les protections existantes en matière de droit international des investissements. Et enfin, je dirai quelques mots d'un certain nombre de tendances nouvelles également en cours en la matière. Alors, si on peut passer à la slide suivante. Alors, les faits.
Je crois que ce que vous avez à l'écran, j'espère vous voyez, dit à peu près tout de la nature du problème. Il s'agit du mix énergétique mondial depuis 1860 jusqu'en 2016, et on voit donc la répartition des sources d'énergie par habitant. Donc ça ne dépend pas de l'augmentation de la population, c'est véritablement les sources d'énergie par habitant, comment ce mix se répartit. Et on voit tout de suite deux choses à l'examen de ce graphique. La première chose, c'est que quand on totalise le pétrole en rouge, le gaz en beige et le charbon en noir, c'est-à-dire les énergies fossiles au total, on a plus de 80 à 85% du mix énergétique mondial. La deuxième chose, donc on voit tout de suite que la nature du problème quand on parle de décarbonation d'économie est gigantesque. La deuxième chose, c'est qu'il y a assez peu d'évolution dans ce mix dans les années récentes. Alors, vous n'avez pas les chiffres ici entre 2016 et 2021. En 2016, on est juste après l'accord de Paris de 2015. Mais si on avait aujourd'hui les chiffres en 2021, évidemment, ils existent, ils sont simplement pas sur ce graphique, vous verrez que ce n'est pas fondamentalement différent des chiffres de 2016. Il ne s'est pas passé grand-chose en réalité, malgré les milliards qui ont déjà été dépensés depuis 2015 et les années précédentes. Il ne s'est pas passé grand-chose, de sorte que certains disent, et on peut légitimement se poser la question de savoir si la transition énergétique a même seulement commencé. Et un certain nombre de scientifiques disent non, elle n'a pas même commencé par rapport à la masse gigantesque de ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire enlever le rouge, le noir et le beige. Et évidemment, pour les enlever, il faut les remplacer par autre chose. Donc la nature du problème est considérable. Il y a donc urgence à agir pour les États, à supposer bien sûr que les États le veuillent, et on sait que les États n'ont pas la même volonté en la matière. Et de l'autre côté, en face de cette urgence, il y a un certain nombre de droits qui ont été conférés par les États à des producteurs d'énergie fossile, et ces droits vont inévitablement ou sont remis en cause par les États actuellement. Donc le recours à l'arbitrage d'investissement, dont beaucoup des affaires traditionnellement concernent le secteur de l'énergie de manière générale, est absolument inévitable en la matière. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'arbitrage d'investissement? Et on parle d'arbitrages qui sont fondés soit sur des traités bilatéraux d'investissement, il en existe plus de 3000 par le monde, un peu moins maintenant que les traités intra-européens ont disparu ou sont en voie de disparition. Et tous ces traités prévoient pour la quasi-totalité un recours direct à l'arbitrage. Alors, il s'agit d'arbitrage CIRDI devant la Banque mondiale en vertu de la Convention de Washington pour beaucoup de ces arbitrages, ou d'arbitrages ad hoc qui sont conduits au terme du règlement de la Commission des Nations Unies pour le développement du commerce international ou autres. Et en plus de ces traités bilatéraux, il existe aussi des traités multilatéraux. L'un des principaux, c'est le traité sur la charte de l'énergie, auquel sont partis de nombreux pays, notamment en Europe. Alors, quelques exemples d'affaires en cours que vous voyez à l'écran. Première affaire, c'est l'affaire du pipeline XL Keystone. Alors, il y a deux arbitrages qui sont en cours, un arbitrage TC Energy contre États-Unis et Alberta Petroleum Marketing Commission contre États-Unis. Il s'agit de deux arbitrages pour un montant total de 17 milliards de dollars de demandes. Ce sont des arbitrages qui sont portés par les investisseurs sous l'égide du chapitre 11 de l'ALENA. Donc l'ALENA, c'est le NAFTA en anglais, North American Free Trade Agreement. Et c'est un accord qui a été remplacé en 2020 par l'accord États-Unis-Mexique-Canada, mais qui préserve pendant 3 ans les droits des investisseurs au terme de l'ancien chapitre 11 de l'ALENA, ce qui explique donc que ces arbitrages aient été déposés. Alors, il s'agit d'un projet de transport de pétrole extrait des sables bitumineux en Alberta.
et ce pipeline doit aller jusqu'au Texas et en Oklahoma. L'administration Obama avait mis fin au projet, l'administration Trump a ressuscité le projet, l'administration Biden a de nouveau mis fin au projet, et donc les investisseurs ont dit qu'ils jetaient l'éponge, donc le projet ne redémarrera pas. En revanche, ils souhaitent obtenir compensation en vertu du chapitre 11 de l'ALENA. Deuxième projet, deuxième affaire ou série d'affaires en cours, c'est les affaires Uniper et RWE contre Pays-Bas. Alors là aussi, il s'agit de projets de décarbonation, puisqu'il s'agit de permis d'exploitation de mines de charbon qui ont été conférés à long terme à ces deux sociétés, Uniper et RWE, aux Pays-Bas. Et les Pays-Bas ont mis fin à ces concessions d'exploitation suite à l'accord de Paris de 2015. Donc, on est en plein dans le litige décarbonation et ces arbitrages sont en cours. Troisième exemple, c'est l'affaire Vattenfall contre Allemagne. Alors là, c'est un peu le contraire, puisque, comme vous le savez, l'administration d'Angela Merkel avait renoncé au nucléaire, qui est peu ou pas émetteur, enfin peu émetteur de CO2. Et donc, il s'agit d'une affaire sur la recarbonation de l'économie, et pas la décarbonation. Et Vattenfall, donc, qui était le constructeur de centrales nucléaires qui devaient être livrées à l'Allemagne, et qui a donc vu ses contrats terminés, avait initié un arbitrage contre l'Allemagne pour plus de 8 milliards de dollars d'euros de demande. Cet arbitrage a été transigé fin 2021 pour un montant de 1,4 milliard d'indemnisation. Mais même si ce n'est pas un litige de décarbonation, ça reste évidemment un litige de transition énergétique. La cause était différente puisque l'Allemagne a souhaité prendre cette décision suite à l'accident de Fukushima en 2011. Mais c'est évidemment, on est en plein dans la transition énergétique également, même si c'est pour des raisons différentes. Et puis, il faut savoir également, c'est intéressant, qu'il y a une étude très récente qui estime à environ 340 milliards d'euros les demandes potentielles concernant uniquement les projets qui viennent de démarrer ou qui pourraient démarrer dans les mois et quelques années à venir, donc vraiment les projets qui sont dans le pipe. S'il n'y est pas mis fin, ou s'il y est mis fin plus exactement par les États, et si ces projets devaient être interrompus, ce qui n'est pas du tout certain à ce jour, on estime que 4 États seraient en première ligne par rapport aux demandes d'indemnisation. Le premier, c'est assez contre-intuitif, et c'est le Mozambique, pour plus de 31 milliards de dollars. Le deuxième, le Guyana. Le troisième, le Venezuela, pour plus de 21 milliards. 21 milliards pour le Guyana également. Et quatrième, la Russie. On sent bien que et le Venezuela et la Russie vont probablement pas mettre fin, ou pas tout de suite, en tout cas, à leurs projets pétroliers. Mais en tout cas, c'est un petit peu les ordres d'idées sur les projets actuels qui sont en train de démarrer seulement. Et qui, évidemment, s'ils étaient poussés à leur terme, rendraient impossible le respect de la trajectoire des accords de Paris de 2015. Alors, le droit existant maintenant, il y a deux séries de questions, des questions de procédure et des questions de fond. C'est des questions, en tout cas pour les questions de procédure qui ne sont pas spécifiques au litige en matière de transition énergétique, mais il faut savoir que classiquement dans ce type de litige, il peut y avoir des exceptions soulevées par les États en matière de compétences. Alors les trois grands critères ou types de critères sont les exigences de consentement d'abord, puisqu'il n'y a pas d'arbitrage sans consentement. Dans les traités bilatéraux, le consentement typiquement est donné par un État dans un traité bilatéral à l'encontre d'un consentement ouvert à l'encontre de tous les investisseurs potentiels, et l'investisseur accepte l'offre d'arbitrage en déposant la demande d'arbitrage. C'est un consentement qui est dissocié dans le temps, mais qui ne reste pas moins un consentement. Et il peut être soumis à différentes conditions en fonction des traités. La nationalité, c'est évidemment très important dans les traités bilatéraux, puisque pour se prévaloir des protections de fond du traité, encore faut-il avoir la nationalité de l'un des deux États, et un certain nombre de questions peuvent se poser en la matière.
Et également, des questions se posent par rapport à la définition de l'investissement ou de l'investisseur tel qu'elle figure dans chaque traité bilatéral. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ces questions, mais qui sont des questions classiques de droit des investissements. Alors, ce qui est peut-être un petit peu plus spécifique et qui aura une pertinence certaine en matière de transition énergétique, c'est toutes les règles sur la transparence. De manière générale, les arbitrages d'investissement intéressent le public au plus haut point. Il s'agit à l'arrivée de l'argent du contribuable, donc c'est intéressant pour le public. Mais là, c'est encore plus. Non seulement ça intéresse l'argent du contribuable, mais ça intéresse la population mondiale tout entière. Chacun sur cette planète a un intérêt à ce qu'on résolve ces questions. Alors, il existe un règlement de la CLUTSI sur la transparence dans l'arbitrage entre les investisseurs et États de 2014 qui s'applique, qui peut s'appliquer dans les arbitrages ad hoc CNUTSI, et puis le règlement du CIRDI prévoit aussi dans ses articles 62 et suivants diverses dispositions, notamment sur la publication des sentences, sur l'accès à l'instance, donc on peut avoir accès à toutes les écritures des parties qui sont publiées en ligne, et aussi les écritures des parties non contestantes. Alors, qu'est-ce que c'est que les parties non contestantes? C'est des parties qui demandent à participer au litige alors qu'elles ne sont pas directement parties à la clause d'arbitrage. Ce qui pose aussi la question du rôle spécifique de ce qu'on appelle l'amicus curiae ou des amici curiae, les amis de la cour. C'est une pratique qui a été reconnue comme... c'est à la discrétion de chaque tribunal arbitral, mais des organisations non gouvernementales ou des organisations internationales, y compris l'Union européenne, la Commission européenne ou d'autres, en fonction des questions, peuvent demander à intervenir dans les arbitrages et à informer le tribunal arbitral sur des questions qui ne sont pas nécessairement traitées par les parties, mais qui intéressent le litige de manière générale. Et c'est quelque chose qu'on va continuer à voir de plus en plus, c'est certain, en matière de litiges liés à la transition énergétique. Alors, si on passe à la slide suivante, sur le... Non, avant. Ah, voilà, ici. Ah, voilà. Alors maintenant, on a parlé un peu de la procédure, on parle du fond. Là encore, il n'y a pas de spécificité, ou en tout cas, il va y avoir des spécificités dont on va parler, mais de manière générale, il y a deux grandes séries de protections dans ces traités qui sont traditionnellement invoquées par les investisseurs. C'est la protection contre l'expropriation. Alors, il va s'agir en général dans la mesure où on met fin à un permis d'exploitation, ce n'est pas de l'expropriation directe, c'est de l'expropriation indirecte. Et puis, il y a une autre grande catégorie de protection qu'on appelle le traitement juste et équitable, qui se trouve à peu près dans tous ces traités bilatéraux et multilatéraux d'investissement, notamment qui a été interprété par un certain nombre de tribunaux arbitraux comme la protection des attentes légitimes des investisseurs. Et en la matière, on va voir, et je crois qu'il y a une présentation un petit peu plus tard sur cette question de diligence raisonnable, on voit l'émergence de cette notion de diligence raisonnable de l'investisseur, en particulier dans une affaire récente, Charan contre Espagne, qui concernait un projet d'énergie solaire en Espagne, pour lequel le tribunal arbitral a estimé que l'investisseur n'avait pas suffisamment regardé de près le cadre juridique dans lequel son investissement allait prendre place. Si on passe à la slide suivante. Voilà. Alors maintenant, les défenses qui pourraient être invoquées ou qui vont inévitablement être invoquées par les États dans ce type d'affaires, il y a deux grandes catégories. Il y en a sûrement d'autres, mais je dirais qu'on peut les regrouper en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est tout ce qui relève des pouvoirs de police, le right to regulate en anglais, qui est typiquement soulevé par les États dans un certain, comme une défense en matière d'expropriation indirecte, qui doit en gros obéir à trois conditions. La mesure ne doit pas être discriminatoire. Deuxièmement, elle doit être adoptée de bonne foi par l'État et elle doit poursuivre un projet d'intérêt public. On retrouve ça dans de nombreuses sentences arbitrales dont j'ai cité certaines sur cette slide. Si on passe à la slide suivante. On peut passer à la slide suivante. Voilà.
alors ensuite, il y a des clauses d'exception dans ces traités qui varient considérablement d'un traité à l'autre. J'ai pris un exemple, ici, l'article 6, exception générale du traité bilatéral d'investissement entre la Colombie et la Turquie. J'aurais pu prendre n'importe quel autre traité, mais celui-là m'a paru pertinent pour aujourd'hui. Donc, vous voyez que dans la partie qui est donc surlignée en jaune, il y a un certain nombre d'exceptions pour ce qui concerne notamment la protection de la santé humaine ou végétale ou l'environnement et la conservation des ressources naturelles vivantes ou non vivantes. Donc ce type de clause peut être invoqué par les États, sachant quand même que l'effet de ces clauses à ce jour est assez peu clair. Il y a une affaire récente dans laquelle une de ces clauses a été invoquée par l'État. C'est une affaire Infinito Gold contre Costa Rica qui a donné lieu à une sentence de juin 2021. Et alors, dans cette sentence, le tribunal arbitral avait refusé de donner des dommages et intérêts à l'investisseur parce qu'il estimait qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la violation du traité que le tribunal a estimé établi et le préjudice qui était invoqué par l'investisseur. Mais en plus, à la fin de la sentence, le tribunal dit, parce que l'argument avait été soulevé par l'État, le Costa Rica, dit cette clause qui était assez identique, enfin substantiellement identique à celle-là, en réalité n'est pas une excuse pour l'État. En réalité, elle n'apporte rien. Elle ne constitue que la réitération du pouvoir de police de l'État, le right to regulate. Alors l'État disait, mais je ne comprends pas parce que si c'est le cas, ça ne donne pas d'effet utile à la clause, qui est un principe important d'interprétation en droit international, mais le tribunal arbitral en a jugé autrement. Il est tout à fait possible que d'autres tribunaux arbitraux qui ne seraient pas liés par ce précédent, parce qu'il n'y a pas de précédent en réalité en la matière, puissent en juger autrement. C'est pour ça que j'ai mentionné quand même ces clauses d'exception, et on peut s'attendre à ce que les États les invoquent quasi systématiquement jusqu'à ce qu'un tribunal arbitral dise oui, vous avez raison, c'est une véritable exception qui excuse la violation du traité. Alors, si on passe à la slide suivante, les nouvelles tendances. Alors, évidemment, il est toujours difficile de faire des prévisions, mais j'en ai mentionné deux. D'abord, un traité qui est particulièrement important en la matière, c'est le traité sur la charte de l'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est que le traité sur la charte de l'énergie ? En gros, c'est un traité qui est européen au sens large. Hein, sont partis à ce traité de 1994 la plupart des pays européens. Je dis au sens large parce que ça s'étend à toute l'Asie centrale. La question de la Russie se pose aussi. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'affaire Yukos, qui a donné lieu à une sentence arbitrale très importante. Et donc, la question était de savoir si la Russie était ou non liée par la clause d'application provisoire du traité. Mais les deux seuls États non européens qui sont partis au traité sur la charte de l'énergie, c'est le Japon et la Jordanie. Sinon, au sens large, l'Europe très très large, y compris jusqu'à l'Asie centrale, c'est un traité régional. Mais évidemment extrêmement, extrêmement important. Et il faut savoir que se tiennent actuellement des rounds de discussion pour réviser ce traité. Alors, ce n'est pas nouveau, hein. On est au 10e. Il y a une conférence qui se tient cette semaine qui devrait aboutir ou pas d'ailleurs, à des conclusions très rapidement. Mais c'est la raison de mon point d'interrogation, c'est que pour modifier le traité sur la charte de l'énergie, il faut l'unanimité. C'est l'article 36 du traité. Il n'est pas du tout certain que l'unanimité puisse être atteinte. Donc, il n'est pas du tout certain qu'on voit venir rapidement des modifications sur ce traité. Alors, je ne vais pas vous lire non plus ce que vous voyez à l'écran, mais vous voyez que ce qui est proposé par le Conseil de l'Union européenne, et il y en a plein d'autres, hein, c'est qu'un exemple parmi d'autres, viserait à permettre aux États de réglementer un petit peu plus sans se faire attraire automatiquement dans des arbitrages. Et si on passe à la slide suivante, si on passe à la slide suivante, vous avez aussi des projets de changement de définition
avec des régimes un peu complexes qui enlèveraient les protections du traité, vous voyez, à des horizons qui ne sont pas tout proches quand même, puisqu'on parle de décembre 2040. Donc on est dans 18 ans. Tout ça est du très très long terme, à supposer que ça se passe, si encore une fois, n'est pas du tout évident. Un deuxième type de tendance, si on passe à la slide suivante, sont des tendances nouvelles tendances dans les traités bilatéraux d'investissement qui évoluent évidemment avec le temps. Et donc, on voit de plus en plus de dispositions dans les traités qui consacrent ou qui donnent plus de précision sur le droit de réglementer. J'ai mis ici le modèle de traité bilatéral d'investissement de la Colombie, que vous voyez ici, vous lirez mieux que moi en espagnol. Si on passe à la slide suivante, on voit aussi qu'il y a d'autres traités qui limitent la protection due aux investissements et qui octroient des obligations aux investisseurs. Alors sur cette slide, vous voyez l'article 7 du traité bilatéral entre la Belgique, le Luxembourg et la Colombie, que je ne vais pas vous lire non plus, mais vous pourrez regarder ça à tête reposée, et qui exclut même de l'arbitrage les obligations en matière de protection de l'environnement. Ça va particulièrement loin. Et puis, il y a d'autres types de traités qui octroient des obligations aux investisseurs. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà. Vous voyez ici, dans le petit 2, des obligations qui pèsent sur les claimant investors en matière de droits humains et de l'environnement. Et les investisseurs sont réputés, en acceptant l'offre d'arbitrage, avoir accepté ce type de protection, qui est indirectement une protection pour l'État. Alors, j'en ai terminé, j'irai juste 3 mots en conclusion. Qu'est-ce qu'on peut conclure, si on peut conclure quelque chose, et on ne peut probablement pas, puisque j'ai commencé par dire que la transition énergétique n'avait pas encore commencé, donc c'est un peu difficile de conclure quoi que ce soit, mais quand même, je pense qu'on peut dire 3 choses. D'abord, et sans risque de se tromper, il y a énormément de développements qui sont à attendre dans les années à venir sur les questions en matière de transition énergétique dans ces liens avec l'arbitrage d'investissement. Deuxièmement, il est probable que les tribunaux d'investissement prendront en compte d'une manière ou d'une autre le caractère légitime des politiques de décarbonation qui devront être adoptées par les États dans le cadre de l'accord de Paris de 2015, que ce soit par le biais de la doctrine des pouvoirs de police que j'ai mentionné tout à l'heure, s'agissant de l'expropriation indirecte, ou de la violation éventuelle par les investisseurs d'une obligation de diligence raisonnable, puisqu'aujourd'hui, plus aucun investisseur qui peut prétendre à un droit sur 20 ou 30 ans à long terme. Les droits pour les nouveaux projets, en tout cas, sont tous évidemment soumis à l'épée de Damoclès du droit de réglementer des États, parce que tous les États sont liés ou la plupart sont liés par les mêmes obligations en termes de décarbonation de leur économie. Et puis, également, on peut penser aux clauses d'exception telles que je les ai indiquées tout à l'heure, même si j'ai indiqué également que leur effet n'a pas été totalement reconnu pour l'instant par les tribunaux d'investissement. Mais, et c'est la troisième chose que je dirais en conclusion, le diable est souvent dans les détails, notamment le caractère non discriminatoire qui justifierait dans certains cas l'action de l'État peut n'être pas évident à mettre en œuvre. Tout simplement parce que les États ne pourront pas toujours mettre fin à tous les projets en même temps. Une chose est de dire qu'il faut décarboner, l'autre chose c'est qu'il faut se chauffer, il faut allumer sa télévision, il faut avoir de l'électricité, il faut avoir de l'énergie. Donc il faut remplacer, et les renouvelables ne sont pas pour l'instant en mesure de remplacer les énergies fossiles. D'ailleurs, si vous regardez le graphique que j'ai commencé par analyser, si vous faites la somme du nucléaire et du renouvelable hors l'énergie hydraulique, vous verrez qu'on est à peine au-dessus du bois en termes de sources d'énergie. Le bois, c'est l'énergie de l'homme des cavernes. Aujourd'hui, la totalité de l'énergie nucléaire mondiale, plus la totalité de l'énergie solaire, plus la totalité de l'énergie éolienne, c'est à peine plus que le bois. Voilà. Donc,
Et donc, comme on ne peut pas mettre fin à tous les projets en même temps, la question du caractère discriminatoire peut se poser parce que ce n'est pas certain que tous les projets seront mis fin en même temps par les États. Donc, évidemment, les investisseurs vont dire c'est pas normal qu'on mette fin à mon projet et qu'on ne mette pas fin tout de suite au projet de mon camarade à côté. Voilà. Et je conclurai simplement, enfin, je ne vais pas conclure, mais une petite note de bas de page pour, à la fin de cette présentation. Pour ceux qui veulent creuser plus la question, sachez que le volume 22 des Exit Reports, c'est la revue de l'ensemble des affaires du CIRDI qui sont publiées tous les ans. Donc, le volume à venir en 2023 sera consacré entièrement à l'arbitrage d'investissement en lien avec le changement climatique. Vous aurez d'autres contributions beaucoup plus détaillées en la matière. Et je vous remercie de votre attention. Merci, merci. Merci beaucoup, Maintenant, Maintenant, nous allons procéder avec les contentions climatiques, parce que bien évidemment, on a déjà touché les côtés internationaux au travers de l'arbitrage d'investissement. Et maintenant, on continue dans les côtés internationaux, mais cette fois vis-à-vis des juges nationaux. Pour cette panneau, on a la présence de Luis Felipe Guzmán, qui est professeur à l'Universidad Externado de Colombia, doctor en droit de la Universidad Carlos III de Madrid, avocat et titulaire de maîtrise en droit avec spécialisation en droit des ressources naturelles de l'Universidad Externado de Colombia, auteur d'articles de recherche et consultant indépendant. Merci Luis Felipe et le panel est à vous. ¿Me escuchan bien? Bueno, muy buenos días. Buenas tardes para las personas que están desde París. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Asociación de Juristas Franco-Colombianos y a la Academia Colombiana de Derecho Internacional, a Ángela, por supuesto, y a mi colega Daniel por la generosa invitación que me han hecho para participar de este evento. Creo que es un evento de gran importancia, como lo mencionaba quien nos daba la instalación, la directora de la Academia Colombiana. Es un evento de verdad trascendental para abordar muchos aspectos tal vez que se han invisibilizado con el paso de los días, pero que se fortalecen con lo que vamos a ver ahora y con lo que nos comentaba quien me antecedió en el uso de la palabra, y es esa transformación de instituciones clásicas del derecho internacional que deben enfrentar precisamente estas pretensiones de la sociedad civil organizada que busca y propugna por un medio ambiente sano y por garantizar los derechos de las futuras generaciones. Ya no estamos pensando solamente en las generaciones presentes, sino en un enclave de justicia intergeneracional de las futuras generaciones. Para ello, me ha correspondido conversar con ustedes, voy a ser muy riguroso en el uso del tiempo, conversar sobre litigios climáticos. Y yo les planteo la siguiente agenda muy rápidamente, 3 puntos básicamente, unos elementos introductorios, en segundo lugar los litigios climáticos precisamente como una forma de visibilizar esta necesidad de hacer una transición energética segura, ¿cierto? Y finalmente, unas conclusiones que quisiera dejar para efectos de concluir mi intervención. En el marco de estos elementos introductorios, creo que hay 2 elementos introductorios muy importantes. El primero de ellos es la transición energética entendida como ese cambio estructural a largo plazo de los sistemas energéticos, y el segundo elemento, el concepto de justicia climática. El concepto de justicia climática tal vez es la pretensión de justicia ambiental posmoderna que engloba ese binomio de derecho y globalización. Vamos a ver algunos casos de litigio climático que evidencian precisamente que los temas relacionados con el cambio climático no conocen fronteras, como tal vez siempre lo hemos estado acostumbrado a ver de los problemas ambientales bajo una visión territorial. En ese orden de ideas, el cambio climático se ha convertido en el asunto más polémico y controversial que ha generado la intervención judicial
no solo en los tribunales nacionales, sino también en tribunales internacionales, que busca posicionar la justicia climática como esa manifestación de justicia ambiental prioritaria y posmoderna. En ese orden de ideas, el ciudadano frente al Estado ocupa un papel muy importante porque ha llevado a los estrados judiciales esa pretensión o esa necesidad de que los gobiernos cumplan, o dicho en otros términos, sean responsables en los compromisos que asumen en la esfera internacional en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. En ese orden de ideas, los ciudadanos vienen desde hace muchos años, pero pues obviamente los más recientes han sido cada vez más mediáticos, interponiendo una serie de acciones judiciales contra los estados y en algunos casos también contra las empresas para exigir la reducción de los gases de efecto invernadero pues en cada uno de sus territorios o de sus jurisdicciones. Pero esa es la pretensión principal, pero hay otras pretensiones subsidiarias o secundarias, como dirían los procesalistas, que buscan también los ciudadanos poder tener acceso a información ambiental relevante en materia de cambio climático, también poder participar en la toma de decisiones que van a, de alguna manera, los van a afectar con las emisiones, es decir, las decisiones estratégicas de país. Entonces, esta es la visión más moderna de la justicia ambiental, pero por supuesto más problemática, porque el cambio climático, y seguramente todos han escuchado, es un tema disruptivo que llega incluso a poner en jaque elementos fundantes del Estado. Escenarios como el desplazamiento climático, algunos estados como los PEID, los pequeños estados insulares en desarrollo, se van a quedar sin territorio porque el cambio climático genera el aumento en el nivel del océano y eso pues va a hacer que los territorios insulares se queden sin territorio y por eso ha surgido el concepto de los llamados estados sumergidos. Entonces el cambio climático amenaza la existencia de la especie humana y por supuesto va a generar una serie de cambios irreversibles en el planeta Tierra. Entonces por eso creo que la pregunta es muy válida y es, ¿los jueces deben abordar, conocer, decidir sobre el cambio climático? Pues esa pregunta ya los jueces la han respondido y tal vez han respondido la última parte y han decidido sobre el cambio climático. No sé si conozcan sobre el cambio climático en algunos casos muy puntuales. Entonces, es evidente que el litigio climático cumple un papel muy importante de visibilizar el problema del cambio climático. Y por ello surge el llamado activismo climático. Algunas cifras a marzo de 2017 pueden darnos algunas ideas o luces del aumento de estos litigios climáticos. En 25 países, cerca de 850 casos, en Estados Unidos 654, en Reino Unido también algunos casos, en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Colombia. Bueno, ahí está en la diapositiva, no quiero entrar a mencionar en cada uno de los países donde existen litigios climáticos. Pero todos estos litigios climáticos tienen tal vez unos elementos en común que nos permiten caracterizar o analizar esos conflictos y sobre todo esas pretensiones, lo que buscan esos ciudadanos o esas organizaciones no gubernamentales. Primero, un elemento común, el activismo, sin duda. El segundo elemento común, las generaciones futuras. Muchas veces no se pide para sí, sino para las generaciones futuras, como ocurre en uno de los casos que les voy a presentar, si el tiempo me lo permite, que es el caso de la Amazonía, que sé que mi colega también va a abordarlo en su intervención. Se pide para las generaciones futuras y aquí muchos conceptos, incluso del derecho civil, del nasciturus, el que está por nacer, pues entran a jugar un papel muy importante y a llenar de contenido muchas de estas decisiones. Y finalmente otro elemento común de estos litigios, el de la doctrina del fideicomiso público. Esos elementos están presentes en cada uno de los litigios climáticos, pero estos litigios climáticos han llegado a los estrados judiciales
y no ha sido tan fácil su trámite procesal, sin duda han encontrado algunas barreras de acceso para poder tramitar este tipo de procesos o de litigios. La primera barrera, sin duda, es la carga probatoria. En estos temas existen muchas dificultades probatorias. ¿Cómo pruebo yo el nexo de causalidad que determinada empresa que hace una emisión de gases de efecto invernadero repercute en los efectos del cambio climático? Una empresa que emite, pensemos en la ciudad de Riohacha, La Guajira, Colombia, un departamento aquí en Colombia, y ese impacto va a repercutir en otros países. Entonces es muy difícil lograr probar ese nexo de causalidad. Sin duda, también los temas asociados con la llamada sociedad del riesgo. Estamos acostumbrados y muy familiarizados con el teórico Ulrich Beck, que habló de la sociedad del riesgo, y ya estamos sin duda concientizados que no podemos tener una sociedad con riesgo cero. Para eso creo que el principio de precaución pues, nos ha servido para poder tomar decisiones cuando estamos frente a incertidumbre científica. ¿Qué otras barreras de acceso? Los temas asociados a ese daño particular, a ese daño que sufre el ciudadano que habita un pequeño estado insular en desarrollo, un territorio insular. ¿Cómo logro yo demostrar ese perjuicio individual de ese habitante de ese territorio insular? Porque aquí efectivamente es evidente el conocimiento científico que el IPCC pues nos ha efectivamente ilustrado en los efectos que genera el cambio climático, pero ¿cómo traslado yo esa información científica para acreditar el perjuicio individual que sufre esa persona? Entonces, esas son algunas de las barreras, no son todas, por supuesto. Ese es un listado meramente enunciativo de algunas de las barreras que enfrenta ese activismo climático frente a un litigio en un estrado judicial. Casos sin duda muy connotados, como es el caso Urgenda versus Países Bajos. Sin duda creo que este es podríamos llamarlo cuando uno hace un análisis de casos, este es un caso hito, ¿cierto? Dentro de los llamados litigios climáticos, que curiosamente no fue decidido, porque esta es otra de las barreras que no estaban ahí enlistadas, pero es la falta de especialidad de los jueces que conocen este tipo de litigios. Precisamente el caso Urgenda fue tramitado por la Corte del Distrito de La Haya, ¿cierto? Que era un tribunal eminentemente que conocía asuntos comerciales, ¿cierto? Y allí, ¿qué se le ordena al Estado? Se le dice al Estado, mire, usted ha asumido unos compromisos en el marco de su libertad de configuración y en el marco de sus responsabilidades comunes pero diferenciadas. Usted ha asumido unos compromisos que no ha observado. Por ende, usted debe garantizar la reducción en un 25% de las emisiones, teniendo como línea base el año 1990. Otro caso, que es el caso Legari versus Pakistán. Este caso también nos permite evidenciar muchas de las barreras de acceso que existen. Este caso efectivamente estaba dirigido contra Pakistán por su inacción, por su demora, por su ausencia de compromisos frente a los efectos que estaba generando el cambio climático. Sin duda, efectos que, como dirían los procesalistas, son tosudos, son evidentes. Las inundaciones que estaba viviendo este ciudadano que era un agricultor, las pérdidas que estaba viviendo precisamente por el aumento de las precipitaciones en su territorio, pues estaba generándole unas afectaciones a sus derechos y a sus intereses económicamente pues legítimos, que incluso, como lo manifiesta en la acción, estaba afectando su subsistencia. En este caso, el juez dice, mire, efectivamente, esas sequías, porque con el cambio climático vamos a extremos, o llueve muchísimo o hay escenarios de sequía muy grave que terminan generando pues afectaciones a la seguridad hídrica y a la seguridad alimentaria. Y en este caso se amparan estos derechos y se le ordena al Estado de Pakistán a que implemente unas acciones y a que asuma unos compromisos con unos cronogramas establecidos. Y finalmente, el tercer caso, el caso que nos ocupa, que es en nuestro territorio, es el caso que lo llaman los doctrinantes, el caso de las generaciones futuras versus Colombia, que este fue un caso que
Tomás también va a conversar ahora sobre ello, de un grupo de niños, niñas y adolescentes que instauran una acción de amparo o una acción de tutela contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y contra el Departamento del Amazonas y todos los municipios que integran la Amazonía colombiana y todas las autoridades ambientales. ¿Qué buscaban los niños? Que se les amparara una serie de derechos fundamentales, precisamente que estaban siendo afectados, amenazados por la falta de adopción de medidas encaminadas a cumplir el Acuerdo de París. La Corte, bueno, esto llegó a varias instancias y finalmente la Corte Suprema de Justicia ampara los derechos y además reconoce como sujeto de derechos a la Amazonía. Otro tema también que es de gran relevancia y es ese reconocimiento como sujeto de derechos termina generando una protección ambiental mayor o no. Sin duda ese puede ser otro tema objeto de un conversatorio, ya que en el caso colombiano tenemos varios casos que han sido reconocidos como sujeto de derechos algunos ecosistemas. Pero ¿qué pasa en este caso en concreto? Se le ordena al Estado colombiano, por conducto de la Cartera Ministerial Ambiente y Desarrollo Sostenible, que formule un PIVAC que es un plan que incluso la misma sentencia no es tan clara en los elementos que debe contener este plan, pero no se queda ahí, ordena también que se incorpore en los planes de ordenamiento territorial de los municipios que conforman la Amazonía la variable del cambio climático. Es decir, estos tres litigios nos permiten llegar a un par de conclusiones, por supuesto, y que nos permiten visibilizar que el cambio climático sin duda es un problema real, ya está llegando incluso no solo a las grandes COPs o conferencias de las partes en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático del año 92, sino que ya está llegando a los estrados judiciales, se está judicializando la inacción de los estados. Es efectivamente evidente que la información científica que nos ha proporcionado el IPCC es una prueba válida, efectivamente, para demostrar la necesidad de que los estados cumplan las obligaciones que han asumido en materia de cambio climático. Es un reconocimiento a esos deberes y a esas responsabilidades. Muchos de estos fallos, si uno revisa la ratio decidendi o la razón de esa decisión, buscan algo muy sencillo y es la articulación institucional. Póngase de acuerdo la nación con el nivel territorial, asuman unos compromisos, planteen unas acciones a largo, mediano y corto plazo, pero que exista una coordinación. En el caso colombiano, que se estrene el principio de colaboración armónica. También estos fallos muestran la aplicación práctica de muchos principios del derecho ambiental, el principio de no regresión ambiental, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y también estos fallos tienen un propósito y es lo que estamos haciendo en el día de hoy, discutir en torno a la transformación de instituciones jurídicas tradicionales. El caso fortuito, la fuerza mayor, la debida diligencia, la carga probatoria. Y creo que otros fallos que no analicé, pero que vale la pena resaltarlos y los dejo en las diapositivas para quienes quieran revisarlos, nos traen otras conclusiones y nos traen tal vez unas evidencias muy importantes para avanzar en este tipo de litigios. Voy a mencionar solo uno para ya cerrar, como es el caso del Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales en el caso de la ampliación de las pistas del aeropuerto. Allí precisamente se declara que los compromisos de los estados en virtud del Acuerdo de París son una razón válida para denegar permisos estatales para la ampliación de aeropuertos, ¿sí? Es decir, el Acuerdo de París y los compromisos que se asumen en la contribución nacional de cada uno de los estados puede ser una razón válida cuando se estudie al interior de cada estado la solicitud de una licencia ambiental. Ya estamos viéndolo en el caso colombiano, como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es nuestra autoridad nacional que licencia ciertos proyectos, ya está incorporando la variable del cambio climático en el marco de sus estudios ambientales y sobre todo en el marco de sus decisiones administrativas ambientales. Entonces, los litigios climáticos son una realidad, van a aumentar sin duda, su crecimiento es exponencial y por ende nos pone
a los que queremos estudiar estos temas a repensar muchas instituciones tradicionales y clásicas. Y con ello concluyo agradeciéndoles su atención y espero haber cumplido el uso del tiempo. Muchas gracias. Merci beaucoup, Luis Felipe. Et bien évidemment, nous sommes tous d'accord, comme Jean-Christophe l'a dit au début, il faut toujours parler des faits. Les faits vont nous faire penser aux trois. Les trois, il va être plus clair au moment qu'on a clarifié tous les faits. Et aussi, au début de votre intervention, vous avez parlé de les effets, comment ils commencent à être visibles. Et aujourd'hui, il y a eu sur les réseaux sociaux une vidéo d'une parodie qui a été faite en France en 2014, où la dame qui faisait la météo, il rigolait et il disait, bon, demain, 18 juin 2050, Paris sera à 38 degrés et Nice à 42, afin de pouvoir avoir une prise de conscience. Malheureusement, on n'a dû pas attendre jusqu'en 2050. Aujourd'hui, c'était le cas. Et donc, les faits, ils sont là. Il faut commencer toujours à chercher des solutions. Aussi, c'est très intéressant de voir comment devant les juges, il y a toute une méthodologie qui se répète, les générations futures, l'activisme, los fideicomisos. Et ça me fait penser aussi à une décision allemande auprès du juge allemand où on cite aussi les générations futures. C'est très similaire au fait à l'affaire colombienne. Et comme quoi, dans différents côtés du monde, les juges ils raisonnent de la même façon, même si nous, autant que juristes, on a des défis qui sont objectifs. C'est la recherche du lien de causalité, c'est les rattachements, c'est les droits qui seront les droits à utiliser pendant les différents arbitrages et comment les juges nationaux, il va pouvoir avoir un lien de rattachement sur des faits qui, pour la plupart d'entre eux, comme il a dit Luis Felipe, ont lieu ailleurs. Par exemple, là, l'exemple qu'il donnait à propos de Riohacha, aujourd'hui, ça pourrait être jugé en France. Et donc, on commence à parler des lois à caractère extraterritorial. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pris la décision aussi de parler des contentieux nationaux. On commence avec une présentation qui s'appelle « Perspective colombienne », avancée jurisprudentielle en matière de protection de l'environnement et l'évolution vers le développement durable, qui est à la charge de Tomás Restrepo, professeur de la Universidad Externado de Colombia, avocat associé chez Mantilla McCormick Asesores, avocat de l'Universidad Externado de Colombia, LLM de Queen Mary, Université de Londres, MVL de l'Université de Berlin et docteur en droit de l'Université d'Hambourg. Nous vous remercions, Thomas, d'être ici. Le panel est à vous. Gracias. Hola a todos, todas. Bueno, y hay como feedback. Vale. Hola a todos, a todas y a cualquiera que se identifique con otro género o no. Agradezco a la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, a COLI, la Academia Colombiana de Derecho Internacional, a la Universidad Externado, a los organizadores y en especial a Daniel por su amable invitación a este agradable foro. Me muero de las ganas de hablar de arbitraje de inversión, también me muero de las ganas de hablar de litigio climático, pero el tema que me correspondió a mí fue la protección jurisprudencial del medio ambiente y desarrollo sostenible en el marco del derecho internacional. Creo que ya después tendremos tiempo, si nos alcanza a discutir los otros temas que son súper interesantes, pero bueno, yo me enfoco en el mío, ¿vale? Entonces, yo tengo dividido en 3 partes la presentación. Primero, hablaré del entrelazamiento del marco normativo internacional sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, del marco normativo internacional con el marco normativo nacional, después del uso que hace la jurisprudencia de dichos instrumentos internacionales, y finalmente presentaré una visión
crítica de hacia dónde podría ir la jurisprudencia, y ahí retomaré el tema del litigio en la Amazonía del cual habló Luis Felipe. Bueno, la gobernanza del medio ambiente en Colombia, entendida aquella como los procesos, instituciones que establecen la política y la agenda sobre el tema, viene dada de lo global a lo local, del derecho internacional y las relaciones internacionales al derecho del Estado colombiano. Y dicho una vez, viene dado del hemisferio norte al hemisferio sur. Por una parte, los tratados y convenios internacionales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible ratificados por Colombia hacen parte del ordenamiento local. Por otra parte, leyes internas replican el contenido de diversos preceptos establecidos en instrumentos internacionales, sean vinculantes o no sean vinculantes. De hecho, en Colombia se habla de normas preconstitucionales, como aquellas que antes de la Constitución de 1991 declararon al medio ambiente como un interés superior y desarrollaron su protección. Tal es el caso de la Ley 23 de 1973 y del Código de Recursos Naturales No Renovables de 1974, que hoy están vigentes, ¿no? Estas normas, como ustedes pues se podrán imaginar, por su fecha de expedición, pues son reflejo de la Declaración de Estocolmo de 1972 sobre el medio ambiente. Y tal como ocurre con las normas preconstitucionales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible de la Constitución de 1991, y las normas posteriores también reflejan el derecho internacional del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Para empezar, nuestra Constitución de 1991, además de establecer que el Estado debe garantizar la conservación, restauración o sustitución de los recursos naturales, y contener alrededor de 30 artículos que constituyen lo que nosotros llamamos la Constitución Verde o la Constitución Ecológica, adiciona en su artículo 80 que el Estado debe garantizar el desarrollo sostenible. En este sentido, a la vanguardia de los desarrollos del derecho internacional de su momento, la Constitución adopta el entonces novedoso concepto de desarrollo sostenible, acuñado por primera vez en el informe Brundtland, resultado de la Comisión de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo de 1987. Seguidamente, con posterioridad a la Declaración de Río de 1992 y a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático del mismo año, la Ley 99 de 1993 sobre la organización del sector público en medio ambiente incluye conceptos de dichos instrumentos internacionales, como el principio de precaución, como el principio de prevención y repetidamente a manera de eje temático el concepto de desarrollo sostenible. Desde 1993 y hasta el día de hoy, se podría decir que el entrelazamiento entre los instrumentos internacionales del medio ambiente y el desarrollo sostenible y el derecho nacional ha seguido su curso. Y muestra de ello son también la aprobación de la Convención Marco de Cambio Climático mediante la Ley 164 de 1995, el Protocolo de Kioto aprobado mediante la Ley 629 de 2000, el Acuerdo de París, aprobado mediante la Ley 1844 de 2017, y así como la cantidad de decretos que desde 2008 vienen desarrollándose para implementar incentivos para la adopción de energías renovables y transición energética, cuya última expresión es el decreto 895 de 31 de mayo de este año, que incentiva el uso del hidrógeno verde. En este sentido, y ya entrando en el segundo tema, sobre la jurisprudencia local, se debe decir que la regulación nacional ha estado siempre a la vanguardia de los instrumentos internacionales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Si esto es así,
Es natural entonces que la influencia del derecho internacional sobre nuestra jurisprudencia en estos temas sea más de tipo interpretativo para definir el alcance del derecho nacional que una fuente de aplicación directa para resolver controversias. Varios ejemplos ilustran esta función interpretativa que las Cortes le han dado al derecho internacional en asuntos relacionados con medio ambiente y desarrollo sostenible. En reciente sentencia de la Corte Suprema de 27 de mayo del mes pasado, el Consejo de Estado interpreta el alcance del principio del que contamina paga, consignado en el artículo 16 de la Ley 23 de 1973, a partir de elementos de derecho internacional. Este caso se refería al daño que sufrieron productores de arroz como consecuencia de la contaminación producida por plantas cementeras vecinas y las dificultades para tasar con certeza su compensación. La Corte, el Consejo en este caso, después de narrar la historia de dicho principio del que contamina paga desde los años 70, llevando su origen hasta la OCDE, así como los obstáculos para declarar la responsabilidad por daños al medio ambiente, concluye que las dificultades para tasar la indemnización, y aquí cito textualmente, no puede servir de pábulo para impedir el reconocimiento de la responsabilidad, incluso aunque deba flexibilizarse el contenido de los requisitos para que emane el débito indemnizatorio. Pues el principio del que contamina paga reclama respuestas dinámicas que impidan al agresor tomar ventaja de las dificultades para concretar el daño en salvaguardia de los derechos de las víctimas. Otro caso interesante de interpretación a partir del derecho internacional es el de la sentencia de CU 698 de 2017, una acción de tutela donde se debate el impacto que tuvo la desviación de un arroyo por parte de una empresa minera en comunidades indígenas Wayuu. En esta sentencia, la Corte delimitó el alcance del derecho al agua a partir de la observación general número 15 de 2002 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el derecho de todos de disponer agua suficiente, salubre, aceptable, asequible para el uso personal o doméstico, y delimitó el alcance del derecho a la alimentación a partir de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, como el acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. El concepto de participación ambiental también fue determinado a partir de instrumentos internacionales en la sentencia T361 de 2017 sobre la delimitación del páramo de Santurbán como reserva natural. Los demandantes alegaban, entre otras cosas, que no se les consultó durante el proceso de delimitación. En esta decisión, la Corte concluye que la participación de la comunidad en asuntos ambientales se ha convertido en un elemento central e indispensable para materializar el desarrollo sostenible y una adecuada distribución de cargas del ecosistema. Y que la obligación del Estado de garantizar la participación no puede encontrarse, y abro comillas, con espacios cerrados, de forma tal que debe extenderse a ámbitos políticos, judiciales y administrativos, ya sea de reglamentación o de planificación. Para llegar a dicha conclusión, la Corte hizo uso como fuentes de interpretación de la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático, del Convenio sobre Diversidad Biológica, la Declaración de Río, la Declaración de Estocolmo y la Convención de Aarhus, entre otras. Adicionalmente, vale la pena mencionar la sentencia T237 de 2017. En este caso, la Corte Constitucional prohibió la aspersión de glifosato por afectación sobre territorios indígenas, con fundamento en el principio de precaución. Después de hacer un recuento de la evolución del concepto en derecho internacional, que incluye el principio 15 de la Declaración de Río, la Declaración de Winspear y las decisiones del Tribunal Europeo al respecto, la corporación entiende que el principio de precaución no responde exclusivamente al peligro,
noción que se refiere exclusivamente a una posibilidad de daño. Esta responde más bien al riesgo, es decir, a un cierto grado de probabilidad de un daño en las situaciones en que la magnitud de dicha probabilidad no se ha podido establecer con certeza. En cuanto a disminución de emisiones, el Consejo de Estado en la sentencia de 12 de noviembre de 2020 decidió sobre una acción popular donde los ciudadanos solicitaban la protección del medio ambiente frente a las emisiones que estaba generando la contaminación atmosférica de la zona industrial en el municipio de Girardota, eso es en Antioquia. Después de citar una cantidad considerable de fuentes internacionales sobre el cambio climático, Declaración de Río, Principios para la Gestión Sostenible, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, entre otros, el Consejo de Estado establece que las emisiones en tal municipio, en el municipio de Girardota, no son admisibles y afectan el derecho al medio ambiente, basado en ¿qué? En las guías de la calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Para terminar con los ejemplos sobre derecho internacional como fuente de interpretación en asuntos ambientales y de desarrollo sostenible, vamos a nombrar la sentencia C056 de 2021. En esta se demandó la inexequibilidad del artículo 296 de la Ley 1955 de 2019, que contenía la obligación de los comercializadores del mercado de energía mayorista de comprar entre el 8 y 10% del total de las compras de energía de fuentes no convencionales de energía renovable y mediante contratos a largo plazo. En el sentir de los actores, estas obligaciones eran contrarias a la igualdad y a la libre competencia. La Corte declaró el artículo exequible y parte de la argumentación sobre su constitucionalidad se enfocó en cómo las obligaciones de cuota atienden a un contexto normativo de la política nacional de cambio climático y en particular a las obligaciones de mitigación y adaptación al cambio climático del sector energético establecidas en instrumentos internacionales. Y más aún, la decisión cita informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU y estudios de la Agencia Internacional de Energías Renovables que indican las obligaciones de cuota como uno de los medios más eficaces para incentivar la transición energética. Las decisiones descritas hacen referencia al entendimiento a partir del derecho internacional, del principio del que contamina paga, del agua, del derecho a la alimentación, de la participación ambiental, el principio de precaución, los límites a las emisiones y las obligaciones de cuota. La invocación del derecho internacional refleja cómo la jurisprudencia interna, pese a fundamentarse directamente en fuentes de derecho local, en su contenido está gobernada desde lo local. Ahora bien, y aquí ya entro en la tercera y última parte de mi exposición, que es la conclusión, esta internacionalización ambiental y de desarrollo sostenible de nuestra legislación y jurisprudencia ha encontrado una fuerte oposición en la academia desde los estudios críticos del derecho, que ven en la normatividad y en la jurisprudencia internas una hegemonía del hemisferio norte de carácter postcolonial, que en lugar de mejorar condiciones ambientales y sociales de nuestro país, ha profundizado la desigualdad y deteriorado el medio ambiente a un punto de no retorno. Los críticos también afirman que el concepto de desarrollo sostenible solo encubre bajo un nombre elegante la preponderancia del discurso económico neoliberal que pone el desarrollo económico por encima de los intereses del clima y del medio ambiente. En breve, exponen que el desarrollo bajo una concepción occidental es incompatible con la sostenibilidad. Más allá de un juego de palabras, lo que quieren expresar es que tratar de proteger el medio ambiente únicamente a través de los mecanismos del mercado de incentivos es una contradicción. Nuestra jurisprudencia no es ajena a estos estudios críticos y de hecho sentencias se empiezan a alejar del concepto de desarrollo sostenible como instrumento del neoliberalismo y reflexionar sobre el post-desarrollo. Estas sentencias invitan a moverse del antropocentrismo al ecocentrismo, invitan a moverse de lo global a lo local, del consumo ilimitado
a la conciencia sobre los límites de nuestros recursos. Esta tendencia, aunque todavía no es generalizada en la jurisprudencia, sí tiende a ir tomando aceptación a nivel local y a nivel global. Su difusión y acogimiento, sin duda, cambiaría nuestro modo de vida y posiblemente cambiaría el paradigma de desarrollo sostenible que viene definiendo nuestras relaciones económicas y con el medio ambiente en los últimos 30 años. Termino entonces con una cita, y aquí es donde lo ligo con la sentencia que ya citó Luis Felipe, la sentencia que declara la Amazonía como sujeto de derechos para dar cuenta del giro que podría dar en la jurisprudencia y de paso del giro que podría dar nuestro modo de vida en caso de instalarse esta nueva narrativa del postdesarrollo. Y cito entonces directamente la sentencia de la cual ya habló Luis Felipe. La humanidad es la principal responsable de este escenario de escasez de recursos y polución. Su posición hegemónica planetaria llevó a Aló. Hola, ¿me oyen? Sí, aquí me oyen bien, ¿cierto? Entonces, repito la cita para concluir esta, digamos, postura del postdesarrollo que empieza a encontrar cabida en nuestra jurisprudencia, ¿vale? La humanidad es la principal responsable de este escenario de escasez de recursos y polución. Su posición hegemónica planetaria llevó a la adopción de un modelo antropocéntrico y egoísta, cuyos rasgos característicos son nocivos para la estabilidad ambiental, a saber, 1, el desmedido crecimiento demográfico, 2, la adopción de un vertiginoso sistema de desarrollo guiado por el consumismo y los sistemas político-económicos vigentes, y 3, la explotación desmedida de los recursos naturales. El ecocentrismo antrópico sitúa al ser humano a la par del entorno ecosistémico, cuya finalidad es evitar el trato prepotente, displicente e irresponsable del recurso ambiental y de todo su contexto para satisfacer fines materialistas sin ningún respeto proteccionista o conservacionista. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. On revient ici à Paris. Oui, c'est très touchant les quotas de la sentence à propos de l'Amazonie. C'est très intéressant aussi de voir la critique, comment l'humanité et la cause. Nous savons tous que les problèmes maintenant, il s'agit de conserver l'espèce humaine. La planète, elle sera toujours là. Les changements climatiques n'affectent pas la planète, ne s'affectent nous comme espèce. Donc, c'est très pertinente les quotas de la sentence et c'est très admirable qu'ils soient en décision d'une très haute cour colombienne qui ose parler de cette problématique du modèle anthropocèntrique et du problème du modèle qui tourne autour de l'humain, de la conscience de la consommation illimitée, sachant que nos ressources sont finis. Et aussi, c'est très intéressant de voir, comme on a vu tout à l'heure, les liens entre les décisions des juges nationaux en Colombie et des juges nationaux en Allemagne, aussi des similitudes entre la sentence arbitrale de Costa Rica que Christophe nous a cité, et aussi une sentence, une décision arbitrale en Colombie de Ecooro contre Colombie, où il y a un article très similaire dans les traités d'investissement entre le Canada et la Colombie. Et l'arbitre, il donne finalement raison à l'investisseur pour la protection des paramos en Colombie. Donc, c'est des sujets qui se répètent un peu partout dans le monde parce que ça nous touche aujourd'hui. Et je suis très heureuse aujourd'hui de présenter notre dernière panéliste qui est ici à Paris. Il va nous présenter les perspectives françaises, la diligence raisonnable et son importance pour la protection de l'environnement. C'est Florian Favreau. Initialement, Stéphane Brabant était l'invité qui était dans les invitations que nous a parcouru. Il va vous envoyer un petit mot à la fin de cet événement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Florian, qui est professeur
à l'école de management de Normandie. Il est titulaire en doctorat en économie de l'Université de Rouen-Normandie et en doctorat en droit de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Sa thèse porte sur le management de la décision délibérative appliquée au territoire. Ses recherches portent sur différentes méthodes de prévention et de résolution des conflits entre entreprises, pouvoirs publics et population en Europe et en Amérique latine. Il est président de l'école de management de Normandie au bureau de l'Institut régional de développement durable de Normandie. Et c'est à lui de Paneux pour nous présenter la perspective française de ces passionnants sujets. Merci, Florian. Merci beaucoup. Merci à l'Association des juristes franco-colombiens et à l'Académie colombienne de droit international pour cette invitation. Et donc, je vais me poser la question que Stéphane Brabant m'a posée. Comment le contentieux climatique ou environnemental devant le juge français permet-il de façonner au moins partiellement la transition énergétique? Alors, pour répondre à cette question, je vous propose d'aborder 3 points successifs. Tout d'abord, je vais rappeler le contenu de la loi française sur le devoir de vigilance de 2017 et la mettre en contexte avec l'émergence du devoir de vigilance européen. J'aborderai ensuite un exemple de contentieux climatique actuel, une affaire concernant 14 collectivités territoriales françaises qui attaquent le groupe Total sur la base d'un défaut de vigilance. Et je finirai par évoquer un exemple de contentieux environnemental avec l'affaire Casino, qui ne concerne pas directement la transition énergétique, semble-t-il, mais en vérité, si. Alors, avant de commencer cela, peut-être un mot sur la transition énergétique elle-même pour expliquer pourquoi ces 2 affaires, notamment l'affaire Casino, concernent bien la transition énergétique. Vous disiez tout à l'heure que la transition n'a pas commencé. Effectivement, Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, explique lui-même pour quelles raisons elle n'a pas commencé. Il explique notamment les réunions qui, en 2006, à Paris, au siège de l'Agence internationale de l'énergie, ont eu lieu au moment où le volume de barils pétroliers produits chaque année a menacé de s'effondrer. Et à ce moment, l'Agence internationale de l'énergie a choisi de modifier la façon dont les statistiques sont créées, de façon à ne pas créer une panique sur les marchés. Et ils ont réintégré dans les barils pétroliers, dans le nombre de barils pétroliers, un certain nombre de barils qui auparavant étaient comptabilisés dans les gaz. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple, c'est que 98% du transport à ce moment est un transport pétrolier, et notamment le transport maritime pour les containers et les camions. Alors, moins de barils, c'est moins de kilomètres, et donc moins de containers, et donc moins de produits, et donc moins de profits tout de suite. Et en 2006, la crise était suffisamment importante pour que, par exemple, le professeur Gaël Giraud, au CNRS ici, écrive toute une série d'articles pour expliquer que cette difficulté dans la production de barils de pétrole de 2006 est sans aucun doute l'une des causes majeures de la crise des subprimes. Des personnes, quelque part, n'ayant pas pu livrer un grand nombre, en vérité, de conteneurs, ont bien dû trouver les moyens de rembourser leurs dettes. Ils ont dû revendre un certain nombre de biens, notamment des biens immobiliers. Et quand un grand nombre de biens immobiliers sont vendus soudainement, les prix de l'immobilier peuvent suivre. C'est l'une des causes méconnues de la crise des subprimes. Alors voilà pour quelles raisons un certain nombre d'économistes ne sont pas enthousiastes à l'idée de mettre en œuvre immédiatement une transition énergétique. Et si on regarde attentivement ce qui s'est passé en France, on voit une deuxième raison. La Commission nationale des débats publics mène un certain nombre d'enquêtes extrêmement précises pour savoir comment la population réagirait à l'introduction d'une nouvelle loi. Juste avant la crise des Gilets jaunes, quelques mois auparavant, les rapports de la Commission nationale des débats publics montraient clairement que la population, oui, désirait une transition énergétique, mais non, ne désirait en aucun cas payer l'essence plus chère. Alors, une fois que tout cela est dit, il faut avoir en tête le fait que l'Agence internationale de l'énergie est en train d'organiser cette transition, mais cette transition, elle ne va pas consister à remplacer 80% de notre énergie, comme vous le disiez, par de nouvelles formes d'énergie. Elle va surtout consister en une réorganisation de l'économie
vers plus de sobriété, parce qu'il sera impossible de réussir à mettre en œuvre de nouveaux projets à la hauteur non seulement de ce que nous consommons déjà, mais de ce que nous sommes sur le point de consommer, puisque nous consommons chaque année, en vérité, de plus en plus. De ce point de vue-là, deux types de contentieux sont extrêmement importants. D'abord, les contentieux climatiques, bien sûr, puisque par les contentieux climatiques, le juge contraint un certain nombre d'entreprises à revoir leur modèle, mais surtout organise un débat entre des populations locales, des ONG et des entreprises autour de ces questions. Et puis, par ricochet, les affaires comme l'affaire Casino. Parce que dans l'affaire Casino, nous le verrons, il s'agit de la protection de la forêt amazonienne. Or, dans un contexte dans lequel nous devons faire extrêmement attention aux émissions de gaz à effet de serre, la déforestation est certainement la dernière chose qu'il faut encourager. Et donc, ces contentieux environnementaux modèlent aussi la façon dont nous pouvons ou pas mener une transition énergétique vertueuse. Alors, je commence tout de suite. Je serai court, hein, parce que on a complètement dépassé le temps. Je serai court. Je commence tout de suite par vous dire que donc, il existe une loi sur le devoir de vigilance en France, la loi de 27 mars 2017, qui est la loi utilisée par les organisations de la société civile de façon large, pas toujours uniquement des ONG, mais aussi parfois des collectivités territoriales, des associations, des groupes traditionnels, notamment en Amérique latine, utilisent cette loi pour attaquer des entreprises françaises devant le juge français. En vérité, cette loi rend obligatoire un certain nombre de pratiques qui auparavant étaient facultatives et qui ont déjà été énoncées par les Nations Unies, principes généraux des Nations Unies de 2011, explicité par un guide interprétatif de 2012 et le guide interprétatif de l'OCDE de 2018, qui en fait constitue la base même de ce qui est utilisé même devant les tribunaux pour comprendre quelles mesures peuvent être mises en place. Je vais parler des tribunaux français, mais c'est aussi utilisé par exemple en Colombie. Si on regarde quels contrats pétroliers ont été conclus dans les 2-3 dernières années en Colombie, on s'aperçoit que notamment les contrats qui concernent Parex, l'entreprise canadienne, mettent en place l'ensemble des procédures préconisées par les Nations Unies sur la base d'ailleurs de travaux qui sont menés directement par l'État colombien avec l'aide des Nations Unies. Et on voit que ces principes sont directement utilisés, notamment dans les annexes 4 sur les liens avec les populations locales pour chacune des zones pétrolières aujourd'hui. Et donc, il y a plusieurs voies pour appliquer en fait ces obligations de vigilance. Il y a la voie par la loi française dont je vais vous parler, mais il y a aussi la voie contractuelle qui, en Colombie, a été beaucoup plus puissante puisque c'est elle qui amène des négociations extrêmement ambitieuses sur chacun des territoires sur lesquels des exploitations sont en cours. Alors, la loi française reprend une bonne partie de ce que préconisent les Nations Unies. Le champ d'application semble clair, puisque les entreprises donneuses d'ordre de plus de 500 salariés en France ou plus de 1000 salariés au niveau monde sont visées par cette directive pour l'ensemble des activités qui ont lieu dans l'entreprise donneur d'ordre, les filiales, et puis les entreprises qui entretiennent des relations commerciales établies avec le donneur d'ordre ou les filiales. La notion de relation commerciale établie pouvant être assez fluctuante, et donc parfois on peut voir du côté des entreprises ou du côté des organisations de la société civile des interprétations divergentes du champ d'application exact de la loi. Ceci dit, il faut considérer les obligations, le plan de vigilance, et là les choses redeviennent relativement simples. L'entreprise donneuse d'ordre doit publier annuellement dans son document annuel un plan de vigilance. Ce plan de vigilance doit être mis en cohérence avec les obligations extra-financières en vérité de l'entreprise. Elle comporte une cartographie des risques et non pas des dommages actuels, mais bien des risques futurs possibles en matière de droits humains, en matière d'environnement, une procédure d'évaluation des actions adaptées pour prévenir la réalisation de ces risques en amont et atténuer s'il n'est pas possible de prévenir certains risques. Et puis, quatrième point, un suivi avec une évaluation de l'efficacité est prévu. Tous ces éléments doivent être publics. C'est une véritable révolution. Vous avez compris que je suis docteur en droit, mais à l'origine, je suis docteur en finance. Donc, je donne des cours de finance. Le contrôle de gestion est devenu
en vérité, obligatoire. Il ne l'était pas, c'était l'expression de la stratégie du conseil d'administration en réalité. Et il est devenu obligatoire. Il est tellement obligatoire d'ailleurs que dans une décision de la Cour de cassation de mars dernier, Sherpa et les Amis de la Terre ont obtenu d'avoir accès à l'ensemble des éléments qui se trouvaient dans le système de contrôle de gestion de l'entreprise Perenco pour prouver l'existence de dommages environnementaux en Afrique, au Congo en l'occurrence. Vous imaginez de quoi il s'agit, c'est-à-dire que vos mails, vos tableaux de suivi sont regardés par les Amis de la Terre et par Sherpa. Ce n'est pas la solution la plus simple pour un manager. Ces obligations donc s'accompagnent de sanctions en 3 étapes. Mise en demeure, l'avocat, généralement maître Mabille en France, mais ça peut être un autre avocat. L'avocat met en demeure, généralement publiquement d'ailleurs, hein, le tribunal médiatique est aussi important, je crois, que le tribunal finalement, en l'occurrence de Nanterre, dont on va parler après, mais met en demeure l'entreprise. Ensuite, une injonction du juge avec des astreintes peut éventuellement être prise, mais surtout des actions en responsabilité délictuelle pour des dommages dus au manque de vigilance, liés au manque de vigilance, peuvent être menés. Alors, les 2 exemples, un exemple climatique avec Total, une affaire en cours, et un autre exemple environnemental avec Casino, affaire en cours elle aussi. En ce qui concerne Total, il s'agit de 14 collectivités territoriales françaises, 4 ONG qui mettent en demeure Total dès 2018 de produire son plan de vigilance en y intégrant l'ensemble des éléments concernant le climat. Et pour ça, ils vont donc aller chercher les rapports scientifiques les plus généraux dont on a entendu parler jusque-là, notamment le rapport IN, mais aussi les éléments de l'IPCC, enfin, tous ces éléments pour essayer d'attribuer une part dans les émissions de gaz à effet de serre à l'entreprise Total. Alors, on arrive à quelque chose de l'ordre de 0,9% des émissions de gaz à effet de serre qui seraient dues à l'entreprise Total en elle-même. On peut en discuter en vérité, puisque ça dépend du nombre d'années que vous prenez en compte, ça dépend aussi de la façon dont vous répartissez la responsabilité entre le client, le fournisseur. Qui est responsable de l'émission des gaz à effet de serre de cet avion dans lequel on se trouve? Est-ce que c'est personne qui a vendu le pétrole? Bon, pour toutes ces questions, les Nations Unies donnent des réponses assez précises. Et donc, ce sont ces réponses scientifiques inspirées par les travaux du GIEC qui sont utilisées. Bon. Dans un courrier du 22 octobre 2018, les 14 collectivités territoriales donc, mettent en demeure Total, absence de mention du réchauffement climatique dans les rapports de Total, pas d'action d'atténuation des risques, pas de prévention des atteintes graves. Bien, le 14 janvier 2019, la direction juridique de Total répond en renvoyant sans surprise au reporting extra-financier de l'entreprise, en disant que l'entreprise, au travers de son reporting extra-financier, intègre déjà une partie des risques, effectivement, en application de la directive de 2014, la directive NFRD, et puis propose de rencontrer les collectivités territoriales, et c'est en fait le fil rouge de ce que je vais vous dire, parce que Casino va faire la même chose, et qu'en vérité, c'est ce qui se passe aussi dans les contrats Parex en Colombie, et partout dans le monde, et avec le devoir de vigilance européen qui est en train de se créer. De la même façon, ce sont les mécanismes de gestion des plaintes transactionnelles par l'entreprise qui vont de plus en plus être importants. Donc dans cette affaire, Total tente d'aller à la transaction, à la discussion directe avec les collectivités, ce qui est évidemment refusé puisque les collectivités, en l'occurrence, sont en train de mener une action qui a pour vocation d'être publique. Et donc, le 14 janvier 2020, le tribunal de Nanterre a été saisi, tribunal judiciaire, et toute la question est tournée autour de la question de savoir quel était le juge compétent, Total désirant évidemment que le juge du tribunal de commerce soit compétent, et les associations obtenant finalement que le tribunal judiciaire soit reconnu comme compétent. Pour l'instant, l'action en est à ce niveau. C'est une des premières qui a été lancée, ce qui veut dire qu'on ne sait pas encore de quelle façon le juge va, au fond, pouvoir se prononcer sur ces questions. Je passe à Casino. Casino, il s'agit donc d'un groupe de peuples autochtones d'Amazonie brésilienne et colombienne, ainsi que d'ONG qui attaquent Casino, comme ça a été dit, sur la base d'allégations concernant l'approvisionnement en bœuf donc, des sous-traitants de Casino. Ce qui est reproché à Casino, c'est son défaut de vigilance, c'est-à-dire d'avoir sciemment acheté auprès de sous-traitants du bœuf qui vient de zones dans lesquelles les terres ont été accaparées illégalement
au détriment des peuples autochtones et dans un contexte de déforestation qualifié à la même époque d'écocide par le président de la République française. Le 3 mars 2021, les ONG et les peuples amazoniens assignent Casino en justice. Pour ceux qui pratiquent depuis longtemps ce type de sujet, ça rappelle vraiment ce qu'on a vu dans l'affaire Chevron-Texaco. Les personnes arrivent avec leurs habits traditionnels devant le tribunal, une action d'extinction-rébellion est organisée, et donc on est à la fois devant le tribunal, mais surtout devant un tribunal médiatique, et les nouveaux juges chers à Stéphane Brabant sont ici extrêmement importants. Les demandes, en vérité, des peuples autochtones sont tout à fait classiques, d'établir une cartographie, des mesures adaptées et une évaluation publique, bien sûr. Le tribunal va donc se saisir de ces questions et le 9 juin, la semaine dernière, le 9 juin dernier, le tribunal a proposé une médiation judiciaire, mais c'est quelque chose qu'on verra de façon systématique en vérité par la suite, puisque c'est ce que prévoit en vérité la Commission dans sa proposition du 23 février 2022 sur le devoir de vigilance européen, c'est de développer le mécanisme de gestion des plaintes de façon très importante pour qu'une partie de ce contentieux qui va devenir extrêmement important soit aussi géré dans des délais qui sont raisonnables. Et d'une façon qui permette à des personnes impactées sur le terrain d'avoir une réponse rapidement et qui leur permette à eux aussi de survivre. Alors, ces affaires sont en cours, c'était pourtant les premières. Et dans le même temps, l'Allemagne, la Norvège ont adopté des lois, mais une dizaine d'autres pays étaient en train d'adopter les lois, donc un risque de fragmentation important. Thierry Breton, et donc, non pas le commissaire européen à la justice tout seul, mais surtout le commissaire européen au marché intérieur, a souhaité proposer, sur demande du Conseil européen en 1er décembre 2021, avec une proposition du Parlement et du Conseil d'avril 2021. Donc le 23 janvier dernier, en 2022, la Commission européenne, et Thierry Breton en particulier, a proposé, donc en s'appuyant sur les propositions du Conseil et du Parlement, un devoir de vigilance européen qui va englober en vérité ces questions et qui va permettre aux plaignants de se tourner, quel que soit l'endroit dans lequel ils se trouvent dans le monde, vers un juge européen. L'idée étant en vérité de rétablir des conditions de compétition économique qui soient cohérentes, puisque sur le terrain dont on parle, des entreprises russes, des entreprises chinoises, des entreprises états-uniennes opèrent aussi avec des règles qui sont différentes. Le devoir de vigilance européen permettra d'appliquer les mêmes règles à tous, avec un effet extraterritorial extrêmement important. Je conclus simplement en disant trois choses. Donc, le plus important sera sans doute la gestion des mécanismes de plainte qui sont prévus dans ces propositions de la Commission, puisque c'est ce qui devrait permettre aux plaignants d'obtenir rapidement, dans les 6 mois, des résultats, ce qui donc fera beaucoup évoluer les choses quand on pense au cas comme le Rana Plaza qui a inspiré le devoir de vigilance. L'affaire n'est toujours pas jugée. Donc, et si on pense à Texaco-Chevron, on voit une affaire qui commence en vérité, un litige qui commence en 1964 pour se terminer en 2019. C'est des choses qui ne sont pas du tout cohérentes. Donc, c'est dans cette direction que l'Europe travaille. La coordination avec les obligations extra-financières des entreprises est très importante. C'est avec le package financier de 2021 que la Commission essaye de créer quelque chose qui soit cohérent. En fait, les entreprises vont devoir en permanence donner leur pourcentage de chiffre d'affaires soutenable, leur pourcentage d'investissement soutenable. Ce n'est pas un hasard, à mon avis, c'est une interprétation personnelle. Ce n'est pas un hasard, à mon avis, si l'entreprise Total, lors de sa dernière assemblée générale, a annoncé un très grand nombre de projets pétroliers. À partir de l'année prochaine, elle devra en permanence donner le pourcentage de chiffre d'affaires soutenable. Je pense que c'était peut-être le moment aussi, effectivement, d'annoncer un certain nombre d'annonces avant que les règles se durcissent, et de façon à montrer, quand les règles se seront durcies, que l'effort produit par Total est extrêmement important. Leur situation n'est pas simple non plus dans le contexte. Et puis enfin, la question du calcul des dommages, bien sûr, sera importante. On l'a vu devant le tribunal français avec l'affaire des Calanques, notamment menée par Gilles Martin, avocat et aussi professeur à l'université d'Aix-Marseille, qui a obtenu
des réparations au titre du préjudice écologique pur qui sont extrêmement importants. Donc, toutes ces modalités de calcul et ces modalités de preuve qu'ils proposent vont être réutilisées de toute évidence devant le juge français pour toutes ces affaires. Et on suivra avec beaucoup d'intérêt ce que le juge dira à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup à tous les intervenants, tous les invités, toutes les personnes qui nous font le plaisir de venir ici pour partager des idées. C'est un sujet passionnant, c'est très intéressant comment on voit aussi un peu le partage des responsabilités, ce qu'on voyait avant, qui est sur la tête du droit public, des condamnations à la France par le tribunal administratif du fait de ne pas réduire son empreinte carbone. Et maintenant, c'est le tribunal judiciaire qui est à la charge de juger des affaires telles que les 12 affaires que Florian vient de nous exposer, mais que de vous, on a jugé, c'était les juges commerciaux, c'était les juges, c'était les juges civils qui devaient les juger. Parce qu'en fait, au fond de la situation, c'est les droits humains, c'est l'environnement qui est en jeu. Et c'est très intéressant aussi de voir comment aujourd'hui on peut parler de tous ces sujets ensemble. Il y a quelques années, moi je l'ai vécu personnellement, on me tilait de folle du fait de penser à la possibilité de voir des litiges en relation avec les droits humains, surtout en arbitrage. J'ai eu des commentaires comment il faut choisir soit l'arbitrage, soit les droits humains. Donc aujourd'hui, je me suis régalée vraiment avec vos interventions. Je suis très contente et pour finaliser, on a des conclusions qui sont à la charge de Mélissa, mais aussi on a un petit vidéo qui a envoyé Stéphane Brabant pour vous tous. Merci. Bonsoir ou bon après-midi. Kofi Annan, en 1999, à Davos, demande aux entreprises de promouvoir et de faire respecter une série de valeurs fondamentales, touchant les droits humains, les conditions de travail et l'environnement. Un peu une révolution dans le monde des entreprises, mais aussi une révolution du droit, qui commence par un droit souple, décidé au début du siècle, et qui aboutissent en 2011 par les principes directeurs des Nations Unies, qui précisent les diligences que les entreprises devraient initier, toutes les entreprises, et dans toute leur chaîne de valeur, afin de respecter les droits humains. S'ensuivent des sanctions qui peuvent parfois être très dures par les nouveaux juges que sont les consommateurs, la société civile et autres, et qui aboutissent par la nécessité pour les entreprises de s'assurer avoir aux côtés de leur licence légale pour conduire leurs activités une licence sociale. Le droit s'endurcit. Les sociétés prévoient ce respect des droits humains dans leur chaîne de contrats. Et certains États finissent par adopter certaines réglementations de droit dur. La France s'illustre en 2017 comme étant le premier pays qui, par le devoir de vigilance, prévoit un droit global concernant tous les droits humains et de l'environnement. Les entreprises doivent faire preuve de vigilance pour éviter en effet les atteintes graves aux droits humains et à l'environnement. Dans toute leur chaîne de valeur, avec une petite restriction limitée aux relations commerciales établies. À défaut de respecter leurs obligations, les entreprises peuvent être responsables et devoir réparer les préjudices qu'ils pourraient causer. Certaines affaires sont déjà portées devant les juridictions, telles que notre affaire à tous concernant le plan Total et les impacts des atteintes graves sur le système climatique, contre l'État dans l'affaire du siècle, pour estimer comme étant défaillant en matière de lutte contre le changement climatique, l'affaire Casino et autres. Des affaires toujours pas jugées, mais dont nous attendons les décisions pour mieux comprendre certains des concepts contenus dans le droit français. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a réputé en 2011 un droit à un environnement sûr, un environnement durable, propre et sain, comme étant un droit humain internationalement reconnu. Aussi, le manque de vigilance à l'égard de
Respect de l'environnement peut entraîner des changements climatiques et effectivement des conséquences humaines qui peuvent être dramatiques. La directive européenne s'est saisie en évoquant aussi le droit de l'environnement et les changements climatiques. Peut-être un jour un traité? Bon week-end et bonne soirée. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation qui a fait des conclusions. Et finalement, j'appelle Mélissa Bonis afin de pouvoir conclure notre. Je voudrais dire tout d'abord un grand merci à nos intervenants pour leur présentation de qualité. Un grand merci à l'Association des juristes franco-colombiens et à l'Académie colombienne de droit international et aussi à Daniela pour son excellente modération. En entendant tout ça, cela me fait penser finalement que ni les juges, ni les États, ni les entreprises auront une tâche facile. Ils vont devoir faire à de très grands face à des enjeux majeurs, mais cela ne fasse pas pour autant l'urgence climatique. Merci à tous et merci également au public pour leur attention. Et j'espère que nous allons vous revoir bientôt à l'occasion d'un autre séminaire.